On va commencer ce LCI Direct par cette question. Allons-nous vers un accord entre Téhéran et Washington ou allons-nous vers la guerre? Tous les regards aujourd'hui sont braqués sur le détroit d'Ormuz, vous le savez, où Téhéran a annoncé il y a plusieurs jours des exercices militaires d'ampleur à tir réel face à l'armada envoyée par Donald Trump. Les gardiens de la Révolution ont-ils déployé leurs navires aujourd'hui? On se posera la question également de cette puissance avec mes invités cet après-midi. Bonjour Michael Benamou, vous êtes directeur d'OPEWI, Institut européen de la guerre, vous êtes ancien conseiller politique de l'armée française notamment en mer Rouge et dans le Golfe Persique. J'accueille également Ulrich Bouna, bonjour, analyste géopolitique, chercheur à Eurocréative. Maxime Lefebvre est également avec nous. Bonjour Maxime, vous êtes ancien ambassadeur et professeur de relations internationales à l'ESCP. Et j'accueille également Maya Kadra. Bonjour, vous êtes journaliste et spécialiste du Moyen-Orient. Mais d'abord, l'image de la journée, c'est celle d'Ali Khamenei. Le guide suprême du régime est réapparu aujourd'hui pour la première fois en public, officiellement, déclaration devant une foule de fidèles réunis pour l'occasion. Et le guide suprême ne calme pas le jeu. Il avertit même les Américains ce matin. En cas d'attaque américaine, la riposte iranienne sera immédiate. Écoutez Ali Khamenei. La nation iranienne ripostera fermement à quiconque l'attaquera ou la harcèlera. Les Américains doivent être conscients que s'ils déclenchent une guerre, cette fois-ci, ce sera une guerre régionale. Comment interpréter cette déclaration? Je rappelle que c'est la première déclaration publique d'Ali Khamenei depuis maintenant plusieurs jours, au moins une semaine. Hier, on l'avait vu apparaître au mausolée d'Ali Khamenei pour le 47e anniversaire de la révolution islamique. Là, c'est une déclaration. Comment vous analysez ces déclarations, Maxime Lefebvre? Je pense qu'il ne faut pas prendre seulement cette déclaration-là. Il y a plusieurs déclarations différentes. Donc d'abord, il y a le fait effectivement que les Américains déployant une armada, c'est normal que les Iraniens montrent aussi un peu les muscles à travers des manœuvres, à travers des déclarations en disant si on nous attaque, il y aura une guerre régionale. Mais en même temps, il y a aussi des déclarations qui disent qu'ils veulent un accord sur le nucléaire. Ils veulent négocier. Et on verra cette dissonance, justement, parce qu'il y a une dissonance entre ce que disent les gardiens de la Révolution et ce que dit également le gouvernement. On verra que dans le camp de Pezeshkian, dans le camp de certains ministres, effectivement, le ton est un peu plus à la négociation. C'est pas un pouvoir monolithique, l'Iran. Donc, en fait, c'est pas comme Poutine avec la verticale du pouvoir, si j'ose dire. Il y a plusieurs tendances différentes. Mais je pense malgré tout que, à mon avis, il y a à la fois, on montre les muscles, on fait des déclarations menaçantes pour le cas où, effectivement, il y aura une attaque, avec des menaces qui peuvent aussi effrayer un peu les voisins, parce que la guerre régionale, ça peut aussi vouloir dire des missiles envoyés un peu partout. Et en même temps, il y a aussi des déclarations qui vont dans le sens de la négociation. Ulrich Bouna, c'est un défi également lancé à Donald Trump, déjà de se montrer en public et une nouvelle fois de menacer clairement l'armada américaine si jamais il y a une attaque. Alors ça s'inscrit dans un contexte où effectivement on arrive à peu près à l'anniversaire de la Révolution, donc il y a ce contexte-là aussi qui joue un petit peu, on est dans une période de fête entre guillemets en Iran, donc effectivement, et c'est une façon aussi, au-delà des rumeurs qui avaient circulé ces derniers temps en disant qu'il était enfermé dans un bunker, etc., c'est une façon effectivement de montrer qu'il est là, de rassurer en quelque sorte un petit peu, ça s'inscrit juste après aussi les manifestations, donc de montrer que c'est lui qui tient en quelque sorte la barre. Après ces déclarations, pour le coup, moi je vois pas vraiment de décalage en fait. Alors effectivement, on a des déclarations plutôt apaisantes, d'autres déclarations un peu plus inflammatoires, mais finalement les deux vont ensemble. C'est-à-dire que en grosso modo, le message qu'essaient de faire passer les Iraniens, c'est on est tout à fait prêt à négocier, mais en revanche, si vous décidez de la manière forte, on mettra la région à feu et à sang. Donc, mais les deux vont ensemble et c'est complètement le miroir en quelque sorte des déclarations de Donald Trump, qui lui aussi, en fait, de son côté, dit en quelque sorte qu'il est prêt à un accord, mais qu'il n'hésitera pas à utiliser l'armée et l'armada si nécessaire. Donc finalement, les deux en fait sont pas forcément antithétiques, mais sont à mon sens très complémentaires. Maya Kadra, vous êtes d'accord avec ça? Il faut prendre en compte toutes les déclarations ensemble? Oui, mais en fait, en voyant l'ensemble des déclarations iraniennes, elles répondent toutes à la même logique, en fait. C'est aller dans le sens de l'escalade. Même si Ali Larijani, hier, il a dit que nous ne sommes pas loin, peut-être d'un accord, on est prêt à faire, à signer quelque chose, à entrer en négociation avec les États-Unis. C'est complètement différent des négociations qui existaient avant la guerre des 12 jours, l'opération Rising Lion. Américains et Iraniens se rencontraient à Oman. Il y avait quand même
une capitale arabe qui les accueillait. Il y avait des négociations plus ou moins directes. Aujourd'hui, on parle de négociations, mais ce ne sont que des gesticulations diplomatiques. Il n'y a vraiment pas de canal de communication diplomatique entre les deux, vraiment comme au temps des négociations d'Oman, ça c'est en premier. Deuxièmement, ces négociations, je n'y crois pas non plus, parce que même en temps de non-guerre, et je reviens à 2021, quand l'administration Biden voulait peut-être revenir à l'accord sur le nucléaire, il y a eu la série des négociations à Vienne. Et quand Josep Borrell, le chef de la diplomatie européenne, a présenté un texte final plutôt édulcoré et qui va dans le sens de certains intérêts iraniens parce qu'il voulait rapprocher les points de vue, c'était inacceptable pour les Iraniens. Ils ont, en plus de refuser le texte, ils ont demandé des compensations américaines. Et donc, dans l'attitude iranienne, il y a toujours le conflit. C'est pour cela que je ne crois pas aux négociations, parce qu'il faut inscrire toutes ces déclarations quand même dans une suite logique, dans une certaine rétrospective aussi. Alors justement, avant de s'intéresser précisément à ces négociations, parce que vous l'avez dit, les déclarations vont dans ce sens, et il y a des choses qui se passent, notamment sur les discussions autour du nucléaire, on y reviendra. Mais d'abord, pour revenir à ces déclarations d'Ali Khamenei, car en plus de cette déclaration qu'on vous a fait entendre, le guide suprême s'est une nouvelle fois également attaqué aux États-Unis et aux valeurs. Encore une fois, on est évidemment dans la pure propagande du régime, mais je vous propose d'écouter ce deuxième message d'Ali Khamenei. Le reste de la discussion porte sur les droits de l'homme, et je ne sais pas quoi d'autre. Ce qu'ils disent n'a aucun sens, voilà le problème. L'autre camp est avide, et l'Iran reste ferme et continuera à rester ferme. Et si Dieu le veut, cela dissuadera l'autre camp de recourir aux manœuvres et au harcèlement. Michael Benamou, c'est un message aussi envoyé aux Iraniens. Le guide suprême est là, il protège la population, et l'Iran est plus fort que jamais. Oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Maya. Je pense qu'on a affaire à une sorte d'escalade organisée entre les deux parties, où il n'y a pas de parité militaire, puisque les Américains peuvent frapper le territoire iranien. Les Iraniens ne peuvent pas vraiment frapper le territoire américain. Donc les Iraniens doivent toujours faire attention à ce qu'ils font tout de même. Mais les Iraniens savent aussi que les Américains n'ont pas les moyens d'une guerre prolongée dans cette zone-là. Les Américains n'ont plus les stocks d'armement pour pouvoir tenir, on va dire, plus de 2 semaines. Ils n'ont plus les bases militaires pour tenir un effort dans la longue durée. Il n'y a plus que 30 000 militaires américains de façon permanente au Moyen-Orient. Il y en avait 300 000 il y a 20 ans. 30 000 aujourd'hui. Et puis les Américains n'ont pas du tout intérêt à ce que le baril de pétrole soit à $100. Trump n'a pas envie d'une inflation dans son pays qui pourrait nuire à sa réélection au mois de novembre. Donc en fait, des deux côtés, on assiste à beaucoup de théâtre et probablement à une forme d'escalade qui va être assez limitée dans les jours et les semaines à venir. Alors dans tout ce contexte, tous les regards sont braqués, je le disais, sur le détroit d'Ormuz. Depuis 48 heures, 72 heures maintenant, Téhéran nous annonce des exercices militaires d'ampleur à tir réel avec des bateaux qui seraient déployés au large de ce détroit d'Ormuz, zone stratégique, on le rappelle, pour le commerce, également stratégique militairement parlant pour l'Iran. Et justement, LCI est sur place au détroit d'Ormuz, plus précisément à Oman, avec nos envoyés spéciaux Xavier Giacomoni et Morgan Pope. Ils nous racontent ce qu'il se passe. Est-ce que ces exercices militaires ont commencé ? Il est 15h43 aujourd'hui sur LCI. On suit minute par minute la situation et on se pose encore la question. Xavier Giacomoni qui nous répond, est-ce qu'il voit des choses ? Est-ce qu'il voit ce déploiement ? Écoutez. Vous découvrez juste derrière moi le détroit d'Ormuz. À moins de 40 km, il y a l'Iran avec notamment la base navale des gardiens de la Révolution dans la ville de Bandar Abbas. Les gardiens de la Révolution avaient prévu d'organiser aujourd'hui des exercices dans ce détroit pour démontrer leur supériorité par rapport à la marine américaine. Vous savez, avec ce fameux porte-avions Abraham Lincoln qui est à 400-500 km d'ici. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, les gardiens de la Révolution ont l'habitude de lancer leurs vedettes ultra rapide dans le détroit pour surveiller le trafic et puis aussi pour gérer la contrebande entre les deux pays. Nous sommes ici à Oman et il y a beaucoup de boutres qui font l'aller-retour entre les deux rives pour amener de la drogue, des cigarettes, des armes, voire même du trafic d'êtres humains. À Bandar Abbas, aucun signe. Vous le voyez, le temps est extrêmement couvert. On ne sait pas si les gardiens de la Révolution ont pu faire leurs exercices, s'ils ont voulu le faire. En tout cas, ils veulent montrer qu'ils
contrôlent ce détroit et qu'à tout moment, ils peuvent stopper le trafic des pétroliers. Une centaine de ces bateaux passent chaque jour ici. Et si jamais ils arrivaient à en toucher un, voire à en prendre un en otage, comme ça c'est déjà produit, ils pourraient paralyser le trafic dans le détroit d'Ormuz pendant plusieurs jours. Une menace que les Américains prennent très au sérieux. Ulrich Bouna, aucune image, aucune certitude que ces exercices militaires iraniens ont bien eu lieu. C'était du vent, tout ça en fait ? Bon, du vent, je ne sais pas, mais en tous les cas, il y a une volonté, effectivement, mais ça va dans le sens aussi des déclarations du guide suprême et d'autres, et grosso modo de l'appareil militaire, qui est de dire nous avons les capacités de mettre la région à feu et à sang, de provoquer un blocus, etc. Après, encore une fois, comme ça a été dit juste avant, les Iraniens sont quand même relativement précautionneux dans leur stratégie un petit peu de tension avec les États-Unis. Les États-Unis ont une suprématie militaire, une capacité à contrôler le ciel iranien qui est quand même totale. Et donc, du coup, effectivement, les Iraniens, c'est quand même assez intéressant de voir que dans cette séquence, les Iraniens ont annoncé et même proposé au CENTCOM, donc le commandement américain de la zone, ils les ont informés qu'ils allaient faire des exercices militaires. Donc il y a quand même une volonté de déconfliction de ce côté-là. Donc effectivement, je ne sais pas si on aura des images ou pas. Il est probable quand même que les quelques bateaux ont dû sortir. Mais c'est assez intéressant de voir il faut pas imaginer deux flottes qui se font face à face à quelques kilomètres d'écart. C'est pas du tout ce qui se serait produit, quand bien même. Et c'est surtout qu'en fait, effectivement, il y a une stratégie de tension, mais qui reste quand même relativement contrôlée de la part des Iraniens. Alors justement, effectivement, peut-être que deux armadas ne se seraient pas fait face entre d'un côté les États-Unis et l'Iran, mais tout de même le déploiement iranien annoncé était quand même suffisamment important. Matteo Schiaravino, vous nous avez rejoint pour décrypter ces annonces de l'Iran, pour savoir un petit peu quelle puissance a cette flotte iranienne et que savions-nous de ces exercices militaires iraniens. Oui, c'est vrai qu'on reste suspendu au moindre mouvement des forces armées iraniennes, puisque ces exercices militaires à balles réelles, ce sont d'abord les médias occidentaux qui en ont parlé, puis ça a été relayé par le commandement central américain. Selon eux, le régime iranien s'apprête à bomber le torse, tout simplement face à l'armada massive américaine déjà présente dans le détroit d'Ormuz, devenu l'une des zones les plus sensibles de la région depuis quelques semaines. Vous le voyez avec notamment ce porte-avions Abraham Lincoln. Et c'est très sensible puisque vous le savez, c'est un endroit aussi pour le commerce mondial. Et alors, entre les navires américains et les pétroliers, il va donc falloir rajouter les forces navales iraniennes, les mêmes qui n'ont pourtant pas été déployées, vous savez, en juin 2025, entre la guerre qui opposait l'Iran et Israël. Et justement, que savons-nous de ces forces en présence ? Eh bien que ce sera majoritairement des speedboats. En fait, ce sont des petites navettes équipées de lance-missiles très rapides et qui peuvent attaquer par essaim. On va voir d'ailleurs un tableau pour mieux comprendre. Regardez à quoi ressemblent ces speedboats. Vous voyez, ces petites navettes très rapides, 100 km/h, 92 km/h, avec 3 lance-missiles. Il y en a même un qui peut voler le Bavar Flying Boat, qui peut atteindre 160 km/h à une altitude maximale de 50 mètres. Ils sont prêts à sortir ces speedboats. On ne sait pas encore la quantité. Il y a certaines estimations qui parlent d'à peu près une centaine de speedboats. Le régime iranien, lui, parle de 1500 aux côtés de ces sous-marins classe Kilo, surnommés les trous noirs dans l'océan de par leur discrétion. Ils sont aussi équipés de missiles, mais l'Iran a bien du mal à les maintenir en service depuis quelques années.